Aujourd'hui, l'OTAN n'est qu'un outil de la politique extérieure américaine. Les États-Unis n'ont pas d'alliés, uniquement des vassaux. Quand un pays devient membre de l'OTAN, il a beaucoup de mal à s'opposer à la pression émanant d'un pays aussi important que les États-Unis, qui pilote l'organisation. Il peut soudain voir apparaître sur son territoire un système de défense antimissiles balistiques, de nouvelles bases militaires et même, si besoin, des armes offensives. Et nous, que devons-nous faire face à cela? Nous devons prendre des contre-mesures, c'est-à-dire mettre dans la ligne de mire de nos missiles les installations qui, selon nous, commencent à représenter une menace. C'est ainsi qu'apparaissent les tensions. Pourquoi réagissons-nous de façon si épidermique à l'élargissement de l'OTAN? Nous comprenons très bien la raison d'être de l'OTAN, ou plutôt le fait qu'elle n'en a plus, mais aussi le danger que représente pour nous cette organisation. Qu'est-ce qui nous inquiète au juste? C'est le mode de prise de décision. Je sais comment les décisions sont prises. Je me souviens de l'une de nos dernières rencontres avec le président Clinton. Il était venu à Moscou. Au cours de la discussion, je lui ai demandé si on ne pourrait pas envisager que la Russie intègre l'OTAN. Clinton m'a répondu qu'il n'était pas contre, mais toute la délégation américaine est soudain devenue très nerveuse. Et vous avez fait la demande? Pourquoi les Américains étaient-ils si nerveux? Parce que si la Russie intégrait l'OTAN, elle aurait toujours voix au chapitre. Et nous ne nous laisserions jamais manipuler. Mais nos amis américains ne l'accepteront jamais. Si vous faisiez partie de l'OTAN, vous devriez partager vos données sur le nucléaire avec les États-Unis. Après l'effondrement de l'Union soviétique et le changement de notre système politique, nous avons fait preuve d'une ouverture telle, y compris vis-à-vis des Américains, que cela a même englobé la situation de nos forces nucléaires. On n'avait quasiment plus aucun secret. Les observateurs américains ont eu accès à l'une de nos plus importantes usines de fabrication de composants nucléaires, et ce, de façon permanente. On a vraiment tout mis sur table. Et cela ne représentait pas une menace pour nous. Mais chez vous, ce qui est curieux, c'est que les présidents changent, mais pas la politique. En tout cas, pas sur les questions de principe. Autrefois, les Soviétiques étaient très réalistes vis-à-vis de la politique des Américains. Ils essayaient toujours de comprendre leurs intentions. Je ne sais pas si vous avez toujours des groupes d'experts chez vous. J'imagine que oui, qui vous disent de façon très précise quelles sont les intentions des États-Unis. Oui, bien sûr. À mon avis, quand on pense qu'on est la seule puissance mondiale et qu'on tente de faire entrer cette idée dans la tête de millions de gens, on fait naître des réflexes impérialistes au sein de cette société. Et cela exige une politique extérieure qui soit en accord avec ces attentes. Les dirigeants du pays sont donc obligés de respecter cette logique. Mais, en réalité, cela ne va pas dans le sens des intérêts du peuple américain. C'est ainsi que je vois les choses. Parce qu'au final, cela est source de problèmes et de conflits. Cela démontre aussi qu'il est impossible de tout contrôler. Je crois que cela a toujours été comme ça aux États-Unis. La Russie est leur ennemi désigné. Elle l'était sous le communisme, elle l'est sous le poutinisme. C'est l'ennemi par excellence. Après la Seconde Guerre mondiale est apparu le système des deux blocs. Je pense que l'Union soviétique a fait alors une erreur stratégique. Mais à cette époque, elle réagissait de façon assez primaire et doctrinaire. Elle a ainsi fourni un prétexte aux États-Unis et aux pays européens pour créer l'OTAN et s'engager dans la guerre froide. Je pense que lorsque les États-Unis se sont sentis à la tête du soi-disant monde libre, d'autant plus après la chute de l'Union soviétique, ils ont soudain eu l'illusion qu'ils pouvaient tout se permettre, et en toute impunité. C'est un piège parce que, dans une telle situation, et le dirigeant et le pays vont commencer à commettre certaines erreurs. On ne ressent plus le besoin d'analyser les situations ni de penser aux conséquences de sa politique. Le pays ne sait plus bien fonctionner, il enchaîne les erreurs. C'est dans ce piège que les États-Unis ont fini par tomber, selon moi. Follow me for more translated contents.